ravie d'être là ce soir pour accueillir et présenter Raphaël Matevé, que je connais depuis longtemps et que je vais essayer de vous présenter rapidement. En fait, Raphaël est directeur de recherche au CNRS. Il est rattaché au CEF, qui est le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, et aussi à l'Institut français de Pondichéry, c'est ça ? Plus maintenant. Alors plus maintenant. Bon, ça commence bien. Il est écologue, il est géographe. Depuis 25 ans, il s'intéresse aux relations homme-nature et en particulier à la gestion intégrée de la biodiversité et des aires protégées, aussi aux approches interdisciplinaires de modélisation participative et aussi aux dispositifs de gestion adaptative des territoires. Il a été responsable de plusieurs équipes de recherche au département de recherche. Il coordonne ou il participe à plusieurs programmes nationaux et internationaux de recherche toujours interdisciplinaire, de protection et gestion de la nature ou des ressources naturelles dans le contexte des changements globaux notamment. Il enseigne souvent dans des masters, dans des spécialisations de grandes écoles, des universités et aussi dans des formations spécifiques pour le milieu socio-professionnel des gestionnaires de la nature. Il est aussi membre de plusieurs conseils scientifiques d'agences environnementales nationales et internationales. Donc après ce petit aperçu global, je détaille un petit peu son parcours, si tu veux bien. Donc entre écologie et sciences sociales, entre décideurs et chercheurs, c'est vraiment une double interface que se situent ses travaux de recherche. Très tôt, il a été naturaliste, il a fait des formations en biologie appliquée et après il s'est intéressé aux pratiques, aux normes et aux valeurs des acteurs du territoire pour préserver la biodiversité. Donc il a fait un DEA interface homme-nature et problèmes d'aménagement à Lyon. Ensuite, à la place du service militaire, il a fait un service civil comme chargé d'études au Marais du Viguera, qui est un espace naturel protégé du conservatoire du littoral près d'Arles, et ce qui me parle particulièrement parce que j'ai fait mon travail de terrain de DEA justement au Marais du Viguera, sur les oiseaux là-bas aussi, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain. Donc après cela, il a fait une thèse sur les enjeux de conservation des zones humides, en particulier sur les usages en Camargue, et ceci accueilli par la Tour du Valat en lien avec des labos de recherche, Green et du CIRAD à Montpellier. Il développe avec eux des modèles multi-agents pour explorer les dynamiques socio-économiques et environnementales du territoire camarguais. Suite à sa thèse en 2001, il a été recruté à la Tour du Valat dans le but de développer l'interdisciplinarité justement autour de l'étude et de la gestion intégrée des zones humides et aussi pour mettre au point des outils de modélisation, toujours dans des démarches interdisciplinaires. Et il a travaillé beaucoup sur la gestion concertée des roselières, ce qui a donné un numéro de synthèse de la Société française d'écologie et évolution sur la gestion des roselières. Non, ça te dit plus rien. Si, je te garantis. Et après la Tour du Valat, il a été recruté au CNRS parce qu'en 2004, il s'est ouvert un poste qui lui convenait très bien, qui s'appelait socio-économie de l'environnement et qui justement traitait de interface entre disciplines et entre approches. Et il a été rattaché au CEF, qui est donc le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, où il travaille toujours aujourd'hui, où il est maintenant directeur de recherche. Entre-temps, en 2009, il a eu une médaille de bronze du CNRS, assez jeune, en lien avec les instituts thématiques du CNRS, avec les sciences humaines et avec les sciences dures, entre guillemets. Donc c'est une des caractéristiques de son parcours, c'est qu'il a toujours été à l'interface entre la biologie, la gestion de la nature et les sciences humaines, justement pour apporter aux décideurs des informations scientifiques qui puissent rendre pertinentes les décisions de gestion et les interactions entre les acteurs, justement. Donc la biologie de la conservation et les sciences de l'homme, les sciences de la société, la reconquête de la biodiversité au moyen de la solidarité écologique. Voilà, donc il s'investit aussi dans plusieurs instances scientifiques et des instances de gestion, justement pour garder ce lien, de participer aux évolutions de la société en y apportant des notions scientifiques et des notions de sciences humaines aussi. Et ça, je ne sais pas si je le dis,
j'ai lu quelque part que tes loisirs, en plus de sorties naturalistes, voyages, etc., tu t'intéressais à la musique, au chant diphonique. C'est vrai ça? Comment? Non, c'est faux. C'est faux. Donc le chant diphonique, peut-être vous pourrez lui demander après, c'est chants en Mongolie où une même personne peut faire des sons à 2 fréquences différentes en même temps. Donc faire une seule personne chanter à 2 voix. Donc ça montre bien son côté original, son côté de lien, de choses parallèles, même les 2 voix parallèles dans la gorge de la même personne. Je trouve ça assez symbolique des passerelles et des interfaces entre différents acteurs, de différentes disciplines, de différentes approches. Et donc aujourd'hui, il va nous parler justement d'un animal qui est très emblématique et dont le regard, sur lequel notre regard a évolué au fil des années, justement en passant du regard plus nature, chasse, etc., aux interactions avec les sociétés, avec la gestion. Bon, je ne vais pas détailler, c'est toi qui vas raconter ça. Mais donc c'est vraiment une personnalité scientifique d'interface, de rassemblement, de passerelle. Et c'est assez vital dans la société que nous avons aujourd'hui, parce qu'il y a trop de compartiments étanches. Les scientifiques sont souvent dans leur coin, ils ne parlent pas avec les décideurs, avec les gestionnaires, avec les politiques. Et du coup, c'est des personnes comme Raphaël qui peuvent permettre qu'il y ait des décisions concertées, que la gestion et la conservation de la biodiversité, des ressources naturelles soient fondées, bien basées sur des arguments scientifiques, en y apportant de la réflexion entre sciences et sciences de la nature et sciences humaines. Donc merci Raphaël. Il ne faut pas que j'oublie de dire que pendant qu'on parle, il y a quelqu'un qui fait des jolis dessins, qui s'appelle Sylvaine Génie, qui est caché, qui n'est pas caché, qui est juste là, bonjour Sylvaine, et qui va faire des dessins pendant que Raphaël va parler. Et là, en fait, Raphaël a fait plein d'articles scientifiques, mais surtout pas mal de livres, dont j'ai amené un échantillon là, et dont celui-là qu'il va présenter aujourd'hui. Mais justement, ça veut dire qu'il ne fait pas seulement des articles scientifiques, des petits articles sur des points de détail scientifiques publiés dans les journaux scientifiques. Il fait beaucoup d'écrits pour le grand public, pour justement amener ses connaissances à un public plus large que celui qui lit les journaux scientifiques. Merci Raphaël. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors j'avais prévu de dire merci d'être venus si nombreux. Donc merci d'être venus si nombreux. Mon propos ce soir, il est assez attendu, évidemment, puisque je vais vous parler de l'ouvrage qu'on a commis avec Roméo Bondon, mais je vais essayer d'aller un peu au-delà de cet ouvrage, c'est-à-dire je ne vais pas reprendre tous les arguments de l'ouvrage, mais je vais aussi essayer de montrer un peu ce qu'on est en train de faire actuellement en termes de recherche sur cet animal et la démarche qui nous anime. Alors, la mobilité animale, évidemment, elle rebat les cartes de l'aménagement du territoire depuis plusieurs années maintenant. Et en fait, le sauvage sort des territoires où on pensait l'avoir confiné. Il s'immisce un peu dans le territoire des humains et il crée un grand nombre de désagréments qui révèlent évidemment surtout un conflit de souveraineté. Et ça révèle également des enjeux de coexistence, de cohabitation avec les humains. Et donc, ça nous permet de re-questionner cette question de la coexistence avec les humains. Notamment dans le contexte du réensauvagement que nous connaissons aujourd'hui, puisque le réensauvagement, ça peut être un constat issu de la reconquête de territoires agricoles abandonnés notamment, sur les pentes du Massif central ou des Alpes, mais ça peut être aussi un projet, le réensauvagement, porté par des ONG, des associations, des scientifiques en quête de cette nature sauvage. Et donc une des grandes questions, ou deux grandes questions qui m'intéressent en ce moment, ça veut dire quoi en fait on pourrait les formuler de cette manière-là, c'est-à-dire que signifie aujourd'hui, au XXIe siècle, protéger la nature,
que signifie au XXIe siècle gérer la faune sauvage. Et une autre question qui découle de ces questions précédentes, c'est comment finalement faire du sauvage dans le territoire, quand les territoires ont été extrêmement simplifiés d'un point de vue paysager, dans le territoire des humains, ou que faire du sauvage quand il revient spontanément et qu'on n'était pas prêt à l'accueillir dans les territoires. Et évidemment, la mobilité du sanglier, que j'imagine la plupart d'entre vous connaissez, reconfigure non seulement les lieux, non seulement les cartes, mais reconfigure aussi les rapports sociaux, les rapports humains, et fait de cette espèce un précieux moyen pour interroger le grand partage, évidemment, entre nature et culture. Alors je voulais démarrer mon intervention pour l'évacuer puis revenir dessus en fin d'intervention par des éléments un peu plus théoriques et expérimentaux. Le premier élément, c'est que pour nous, et pourquoi on s'est intéressé au sanglier, c'est parce que pour nous, on cherchait à mieux prendre en compte l'invitation qui est faite depuis les années 90 en géographie animale, notamment par Philo et Wilbert à la fin des années 90, pour reprendre en compte en tout cas l'agentivité des non-humains, puisque en fait ces non-humains, ils façonnent les décisions publiques, ils créent des conflits entre les humains, ils favorisent la création de règles, de réglementations. Et l'idée évidemment, c'était d'essayer aussi de prendre au sérieux le contexte socio-environnemental et la connaissance située, comme nous y invite depuis fort longtemps Feu et Elinor Ostrom, notre prix Nobel d'économie et spécialiste des communs, mais aussi de prendre au sérieux, peut-être un peu plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici, les comportements individuels des animaux, parce que la miniaturisation électronique, les GPS aujourd'hui nous permettent peut-être plus qu'hier de nous intéresser aux comportements individuels et à la mobilité spatiale des animaux. Le deuxième élément, c'était évidemment de considérer les animaux comme des animaux politiques, puisque, comme je l'ai dit, ils prennent part à l'action et autant qu'ils sont les objets de ces actions humaines. Et donc l'idée, c'était de considérer les animaux comme des agents, sinon des opérateurs politiques, pour essayer de montrer leur prise en charge, en fait, comment, en tout cas, ça implique des enjeux socio-économiques, mais aussi comment ça permet de dévoiler davantage des jeux de pouvoir et évidemment rendre visibles les enjeux politiques autour des animaux sauvages. Ça ne va pas de soi. Et donc toujours sur un plan plus théorique, l'idée c'était de repartir évidemment de la célèbre formule d'Aristote, où l'homme est un humain, l'humain est un animal, politique, et de questionner pourquoi finalement les animaux, si les humains évidemment, comme vous savez, sont doués de raison, ils sont doués de la parole, ils sont doués d'humour, ils sont doués de créativité, et les animaux ne seraient pas doués, n'auraient pas ces qualités-là, et ce qui permettrait de les exclure, évidemment, les mettre hors de la cité. Et aujourd'hui, on peut évidemment re-questionner ce volet-là face au progrès scientifique, mais aussi les philosophes, évidemment, revisitent cette question depuis la modernité et notamment, plus encore, depuis le XXe siècle. Notamment, je pense aux travaux de Michel Foucault à travers son concept de biopolitique, qui a beaucoup insisté sur comment, finalement, toute gouvernance, tout gouvernement souverain façonne les corps et façonne les populations. Et Derrida, lui, va proposer de décentrer encore un peu plus la réflexion. Et Derrida, en partant des travaux sur la biopolitique ou sur la caractérisation des biopouvoirs de Foucault, va essayer d'avoir une approche moins anthropocentrée et remettre la question politique de la violence faite aux animaux au cœur de la réflexion. Et donc finalement, la zoopolitique telle reprise par Derrida, c'est l'insertion de toute forme de vie dans la cité, humaine et non humaine, animale évidemment, et ça permet de re-questionner évidemment comment
comment la souffrance animale, comment même quand ça concerne uniquement les rapports entre humains, spécifiquement un collectif humain, comment la politique qui concerne spécifiquement un collectif humain, elle connote déjà d'un rapport aux non-humains et comment finalement elle renvoie à cette idée que finalement on sacrifie toujours des humains ou sinon des animaux au nom de la seule souveraineté. Et donc à travers la zoopolitique, l'idée c'est de bien dévoiler ce qui se joue et évidemment d'insister sur comment toute vie humaine et non humaine animale est l'objet d'une instrumentalisation et qui passe par forger les corps et forger les populations, mais on y reviendra. Notre question, c'est une fois qu'on a posé ce cadrage théorique, c'était de se dire, mais bon, comment on pourrait opérationnaliser et questionner cette zoopolitique? Et pour l'opérationnaliser et la questionner, l'idée, c'est de suivre Jacques Rancière, c'est de créer du désordre politique, et pour cela, c'est de remettre en cause l'ordre policier. Alors l'ordre policier, non pas entendu comme notre ministre Darmanin, je ne suis pas en train de parler de l'appareil policier, de l'appareil d'État, mais bien évidemment de l'ordre policier de Jacques Rancière, c'est-à-dire c'est tout ce qui définit le grand partage entre le sensible, qui définit ce qui doit être pris en compte ou pas, ce qui doit être visible ou rendu visible ou qui doit rester invisible. Et donc pour pouvoir remettre en cause cet ordre policier, c'est important de penser un dispositif qui nous permet, si vous voulez, de pouvoir construire de la reconnaissance de l'autre, les autres humains, mais aussi de l'autre au sens des autres non-humains, de pouvoir construire de la connaissance, mais aussi du dialogue, et ainsi établir de la confiance et des conditions pour recréer, repenser l'ordre policier dominant. Et donc pour ce faire, Rancière propose de créer des scènes polémiques qui permettent de révéler les contradictions. Et donc tout notre travail, évidemment, c'est d'essayer de créer un continuum méthodologique où on va aller chercher les sciences écologiques, l'écologie spatiale avec les GPS, les colliers GPS, avec les pièges photographiques pour penser le déplacement de l'animal, les besoins des animaux, mais aussi on va mobiliser les sciences sociales, la socio-ethnologie, avec les entretiens semi-directifs, les enquêtes, évaluer les perceptions, évaluer les relations, et pour pouvoir essayer de construire une approche participative qui permet de créer ce dialogue. Et en plus, on a essayé aussi d'expérimenter le perspectivisme, comme nous y invite un grand nombre d'auteurs en philosophie aujourd'hui, mais aussi de philosophes des années 40, comme Ortega y Gasset ou Aldo Leopold, dont on retient souvent, qui nous amenait à penser nos interdépendances et comment on était tous dans une même communauté à travers sa formule célèbre « penser comme une montagne », mais Léopold nous invitait aussi à penser comme un animal, à penser comme une truite ou un canard. Ça va? Ces préliminaires étant posés, en fait, j'ai travaillé le plan avec ChatGPT et je ne sais pas si j'ai bien fait, en fait. Ouais. Je plaisante, évidemment. Alors, pourquoi je me suis intéressé au sanglier? Pourquoi on s'est saisi de cet animal? Tout est parti d'un... J'ai été saisi par un grand paradoxe, qui était le paradoxe suivant, c'est que quand on a baigné, comme moi, dans les récits naturalistes, je prends ici Robert Hénard, le sanglier, il est la figure, il est rare, et il est la figure, le digne représentant après la disparition des grands prédateurs, il est vraiment le représentant du sauvage. Robert Hénard, qui est, j'imagine que vous le connaissez, qui est un grand naturaliste, sculpteur, artiste genevois, et également philosophe, qui a commis quelques ouvrages et beaucoup de gravures et de peintures.
de croquis. Robert Hénard, il disait du sanglier qu'il était à l'égal des grands arbres de la forêt, tellement il pouvait représenter le sauvage. Et ce qui force est de constater que le sanglier aujourd'hui c'est devenu une espèce de bord de route, une espèce de pare-choc, une espèce de jardin, beaucoup plus commune qu'autrefois. Et mon étonnement, c'était comment c'était possible que l'animal ait été déclassé comme ça en quelques décennies, passé de l'espèce recherchée, la bête noire recherchée par les chasseurs, appréciée par les chasseurs, la bête recherchée par les naturalistes qui étaient prêts à faire des centaines, pour pas dire des milliers de kilomètres à la fin de après la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir observer de très beaux animaux. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on considère le sanglier uniquement par le prisme des problèmes qu'il génère, et comment ça se fait-il que le sanglier est devenu un nuisible, excusez-moi, un ésode, excusez-moi encore, une espèce susceptible d'occasionner de dégâts comme on dénomme aujourd'hui les nuisibles depuis la loi de 2016. Alors quand on pose, j'imagine, si vous êtes là ce soir, c'est pas seulement par curiosité, peut-être que vous avez déjà été en contact, peut-être que vous êtes des spécialistes du sanglier, ou voire même que vous chassez le sanglier. Quand on pose la question du sanglier dans l'espace social, ça soulève immédiatement un très grand nombre de questions, évidemment parce que l'espèce est en expansion, qu'on connaît de fortes densités locales, qu'il y a énormément de dégâts agricoles et qui génère énormément de tensions dans l'espace rural, et que les réponses qu'on apporte jusqu'ici sont liées à une augmentation de la pression de chasse et à une indemnisation des dégâts. Et évidemment, tout cela dans un contexte où les chasseurs sont vieillissants, sont de moins en moins nombreux, et dans un contexte où, évidemment, également, la société remet en cause l'activité même de chasse, puisque aujourd'hui, ce qui se joue autour de la politique des animaux sauvages, c'est finalement une confrontation entre activistes, entre défenseurs des droits des animaux et chasseurs, au sujet de qui a le droit de vie et de mort aujourd'hui sur la faune sauvage, qui a le droit aujourd'hui d'interagir et de décider de la vie ou de la mort de la faune sauvage et de sa gestion. Alors, avant de poursuivre, je voudrais qu'on revienne ensemble sur quelques éléments de phylogénie, c'est-à-dire de remettre un peu le sanglier dans la carte du vivant, puisqu'il nous est très familier, mais dès qu'on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'on a quand même beaucoup d'incertitudes sur cette espèce. Alors d'abord, il appartient à l'ordre des artiodactyles, donc c'est-à-dire qu'il a des sabots cornés qui terminent ses doigts, et donc à ce titre-là, il est dans cet ordre qui rassemble les bovidés, les giraffidés, les cervidés comme le chevreuil ici, voire même les hippopotamidés. Il est également dans l'ordre, le sous-ordre des suinés, c'est-à-dire vu qu'il a ce crâne triangulaire allongé qui se termine par un groin et qu'il a deux canines très développées en défense proéminente pour les mâles. On distingue deux familles, et il y a la famille des thaiassuidés et des suidés. Les thaiassuidés sont en Amérique du Sud. On pense que les ancêtres sont partis d'Asie du Sud-Est et sont partis à la conquête des Amériques, alors que les suidés, eux, sont partis vers le nord-ouest et sont passés par le continent européen avant de redescendre sur l'Afrique. Donc dans les thaiassuidés, c'est le seul moment que je les mentionnerai, on connaît en France le pécari, évidemment localisé en Guyane. On a différents genres dans les suidés. On a évidemment le babiroussa qui est assez imposant d'Indonésie, avec très emblématique avec ses défenses. On a le phacochère que tout le monde connaît dans les savanes et dans les reportages assez nombreux et de qualité de plus en plus incroyable. On a des animaux qui sont un peu comme celui-là, je vous laisse apprécier les dimensions esthétiques de l'animal. Et puis on en a un autre peut-être un peu plus élégant, en tout cas qui a pris le temps visiblement de se maquiller et de prendre le sèche-cheveux. C'est le potamochère, évidemment, d'Afrique. Et puis en Inde, aux confins, vous savez, sur les contreforts de l'Himalaya, orientaux de l'Himalaya, à la limite de l'Assam et de la Chine, on a une des espèces très
menacé, qui est le sanglier nain porcula. Et puis on a le genre Sus, auquel appartient notre fameux Sus scrofa. Alors on a le barbu d'Indonésie, on a, je ne vais pas tous les passer en revue, mais je vais vous les situer quand même. On a le philippin, évidemment, des Philippines. On a le sanglier verruqueux de Java, qui est l'ancêtre de notre sanglier. Et puis, le plus célèbre d'entre eux, le sanglier des Célèbes. Des Célèbes. Célèbre, célèbre. Il n'y a pourtant pas de jeu de mots. Pourquoi c'est le plus célèbre, selon vous? Comment? Ce n'est pas l'ancêtre de notre sanglier commun, c'est juste une digression que j'avais envie de faire ce soir. C'est le plus célèbre parce qu'en fait, il obsédait littéralement les premiers habitants de l'île des Célèbes, donc en Sulawesi, donc dans l'archipel indonésien. C'est pourquoi on dit qu'il obsédait, c'est parce qu'en fait, 80% du bestiaire qui est peint dans les grottes karstiques qui minent le relief de cette île, c'est le sanglier des Célèbes. Et donc, il n'y avait pas Astérix ni Obélix déjà, mais en tout cas, il était très l'objet de concernement. Et en fait, cette grotte-là, elle a été datée au début 2022, fin 2021, début 2022, et elle date d'au moins 45 000 ans. En fait, c'est la représentation la plus ancienne qu'on ait dans les grottes à l'échelle planétaire, puisque notre ardéchoise, la grotte Chauvet, c'est 35-36 000 ans, et la grotte de Lascaux, c'est 22 000 ans. Alors, le sanglier, il a commencé, Sus scrofa que nous connaissons, il a commencé de partir du sud de l'Indonésie, il est parti vers le nord-ouest, il a commencé de diverger du sanglier verruqueux de Java pour partir vers l'ouest à la quête du continent européen. Et cette espèce-là, elle a des sous-espèces. Alors elle est arrivée, peut-être dire ici que l'espèce est arrivée en Europe de l'Ouest, elle est partie il y a 5 millions d'années, elle est arrivée par chez nous il y a 1 million 500 000 ans. On a des fossiles en Espagne et en Allemagne qui permettent de le dater. Et ce que l'on sait aussi, c'est qu'avec le phénomène de glaciation il y a 20 000 ans, en fait, les sangliers sont réfugiés en Espagne ou dans les Balkans, et que les sangliers qui viennent de l'Ouest, d'Europe de l'Ouest, viennent plutôt d'une reconquête des sangliers qui avaient trouvé refuge en Espagne, et des sangliers d'Europe centrale viennent plutôt des Balkans, ce qui peut expliquer des différences phénotypiques. On a énormément de sous-espèces, c'est pour ça que je n'ai pas tout présenté le genre Sus scrofa, parce qu'il y a encore des incertitudes dans les catégorisations, les classifications. Mais par exemple, on a le Sus scrofa attila ici, qui fait la joie évidemment des chasseurs de trophées exceptionnels, puisque c'est un animal qui peut peser jusqu'à 350 kg, avoir des défenses de plus de 25 cm, et donc qui est très recherché par la chasse. Et on voit les chasseurs heureux, et les collègues turcs peut-être un peu moins, parce que quand on est agriculteur turc et qu'on voit débarquer plusieurs animaux de cette taille-là ou de ce gabarit-là, on peut envisager évidemment les dégâts que ça peut créer. Alors très rapidement, un peu de biologie quand même avant de partir dans les affaires humaines. Le sanglier, tout le monde le connaît, alors je ne m'attarde pas, 1 mètre, 1,70 m de long, avec une queue de 10-30 cm selon si on est mâle ou femelle. En général, 90 cm au garrot. Les mâles sont plus gros, ils font plutôt 130 kg. Les femelles sont plus petites, elles font plutôt 30 à 80 kg. Seuls les mâles ont vraiment les défenses apparentes. En termes de biologie, l'accouplement, c'est en ce moment, c'est novembre-janvier. La reproduction, c'est mars à mai, la mise bas, pardon, et le nombre de petits est très élevé, ce qui fait dire aux spécialistes de l'espèce comme Éric Bobet, par exemple, à l'Office français de la biodiversité, que le sanglier s'est reproduit comme un lapin.
Voilà. Et les mâles sont solitaires, c'est ce qui les caractérise aussi, et les femelles se regroupent en hardes avec leurs petits ou d'autres femelles qu'on appelle aussi des compagnies, qui peuvent avoir 20 et plus d'individus. Et elles ont une capacité, c'est-à-dire à synchroniser leur chaleur pour pouvoir faire les petits à peu près en même temps. Leur régime alimentaire, c'est des animaux omnivores essentiellement, qui consomment essentiellement des éléments végétaux, des glands, des racines. Évidemment, ils aiment les lombrics. S'ils tombent sur un nid d'oiseau, ils peuvent le taper. Si évidemment il y a des mulots ou des souris, des micro-mammifères également, ou des charognes, ils peuvent également s'en occuper. L'animal est plutôt bigle, il ne voit pas très bien, il ne voit pas les couleurs, mais il détecte très bien les mouvements et il a une très bonne ouïe et un très bon odorat, ce qui fait qu'il est assez recherché. Il est plutôt actif la nuit dans nos contrées. Il a été montré qu'il pouvait être actif ailleurs, dans les endroits où il n'était pas chassé, notamment actif la journée, et la journée en dehors de forager, enfin de chercher de la nourriture, il peut se bauger, c'est-à-dire faire une bauge comme cela et rester tranquille plusieurs heures. L'animal, on m'a posé plusieurs fois la question, à chaque fois je m'étonne de ce genre de questions, on m'a posé souvent à quoi sert le sanglier dans la nature. Alors c'est une notion qui continue de me poser des difficultés, à quoi sert un animal. Je me suis demandé moi-même à quoi je servais dans la nature. Et évidemment, alors on a toujours des arguments pour positionner le sanglier dans la nature. Le sanglier, il participe énormément à la dispersion des graines par zoochorie, les graines qui se fixent dans les soies, et par endochorie, et également par les excréments. Et puis c'est surtout un bioperturbateur, il crée des bioperturbations et il remue comme ça les prairies. Et il remet à jour la banque de graines, il bouleverse tout ça. Et c'est aussi un animal donc, qui prend part au cycle de la vie, comme je viens de le dire, en consommant diverses proies. Et lui-même, il devient une proie pour les loups, plus occasionnellement pour les lynx et évidemment pour les humains, ou en Inde, par exemple, avec Suscrofa cristatus, pour les tigres ou les léopards, selon les territoires. Le sanglier, il est très présent dans la mythologie parce que ce qui caractérise le sanglier par rapport à d'autres espèces gibier, c'est que c'est une espèce extrêmement combative et qui, certes, elle peut prendre la fuite, mais elle peut se retourner contre son assaillant et elle peut l'écorcher, elle peut l'éventrer et donc elle peut le blesser mortellement. Et donc à ce titre-là, c'est une espèce qu'on retrouve dans toutes les mythologies romaines, scandinaves, et où on salue sa combativité et donc sa force, sa combativité, son intelligence. Et évidemment, celui qui va tuer le sanglier va s'attribuer ces qualités-là. Et donc, on a beaucoup de représentations du sanglier. Et le sanglier, évidemment, il est envoyé par les déesses quand les offrandes sont insuffisantes. Il vient faire des ravages et on lui envoie évidemment des jeunes chasseurs. Et toute la mythologie est parcourue par la mise à mort de l'animal et par des confrontations avec l'animal. Le sanglier, c'est un des 12 travaux d'Hercule, comme vous le savez, avec le sanglier d'Érimante. On a également le sanglier de Calydon ici, sur ce sarcophage romain qui est exposé au Capitole et qui date du IIe siècle. Et donc toute la mythologie, il est tué par Thésée, il va blesser mortellement Adonis, etc. Et donc toute la mythologie s'en saisit. Mais également quand on regarde, alors durant mon séjour, mon expatriation en Inde, évidemment on s'intéresse à d'autres mythologies, et le sanglier, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est sacrifié en offrande pour les dieux en Inde, mais c'est aussi un avatar de Vishnu, et c'est aussi l'animal qui va sortir la terre des eaux primitives et donc qui va être aux sources de la vie. Et donc tout cela pour dire quoi? Pour dire que évidemment le sanglier, il emmène sur son dos
énormément d'ambiguïté dans le rapport qu'on a pu entretenir avec l'animal. Donc on va le retrouver dans beaucoup de blasons, dans beaucoup de symboles, les peintures pariétales, je l'ai évoqué. Ici, si vous voulez voir le plus gros sanglier du monde, certainement, il est ici, coulé en bronze dans les Ardennes. Donc en fait, c'est un animal qui peut être extrêmement recherché et valorisé, évidemment, y compris dans les BD. Alors le sanglier, c'est aussi une biodiversité qui dérange. Puisque, comme vous savez, on est rentré dans l'ère de l'Anthropocène. Et donc, il n'a pas dû vous échapper qu'on parle beaucoup de la crise climatique, mais aussi de la crise de la biodiversité, de l'extinction, la 6e crise d'extinction de la biodiversité. Et on oublie peut-être aussi que l'Anthropocène se caractérise par des débordements. C'est-à-dire, il y a des espèces qui disparaissent en nombre chaque jour, mais il y a aussi des débordements d'espèces, comme si on les perdait, dont on perdait le contrôle. Et le sanglier fait partie des grands gagnants de la mondialisation et des grands gagnants de ce débordement de l'Anthropocène. Ici, vous avez une carte qui date certes de 2015, mais qui montre qu'on peut avoir des densités jusqu'à 10 animaux au kilomètre carré en rouge ici, dans l'Europe de l'Ouest, en Europe de l'Ouest, notamment en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, et en Catalogne, mais aussi dans le sud de la Suède. Donc ces densités, évidemment, elles sont très très fortes, elles sont difficiles à estimer puisqu'on ne connaît pas la taille des populations de sangliers parce que ça reste très difficile à estimer puisque le sanglier est toujours dans les fourrés ou aime à se dissimuler. Et donc ce qu'on connaît pour évaluer un peu la situation, c'est ici un tableau de chasse produit par l'OFB, recensement relayé ici par un tableau produit par le chasseur français. Et qu'est-ce que l'on observe? C'est que le sanglier, les effectifs prélevés chaque année en 1973, c'était 36 000 animaux à l'échelle nationale française. Et en 2021-2022, on en tuait 842 000. Donc on a multiplié par 23 le prélèvement, ce qui est évidemment considérable. Et sur cette base-là, les experts, surtout au doigt mouillé, estiment la population présente en France entre 1,5 et 2 millions d'animaux. Mais en fait, on ne sait pas vraiment, puisque ce que l'on sait, c'est que la capacité d'accueil du sanglier, comme on va le voir, elle ne cesse de progresser. Et reste assez incroyable. Quand je dis incroyable, c'est qu'on a du mal à croire ces chiffres-là, une augmentation pareille. Un autre peut-être plus local, plus près de chez nous ici, dans le département du Gard, début des années 70, on tuait 500 sangliers. Et aujourd'hui, on a eu le record de France il y a une paire d'années. Vous avez une idée un peu? Non ? On en a tué 42 000. Dans le département de l'Hérault, de la même manière, on tuait quelques centaines d'animaux dans les années 70. Là, aujourd'hui, la saison passée, on en a tué 24 000, je crois, enfin, selon les chiffres de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault. Donc cette progression, elle est extrêmement importante. On voit que la progression, elle est importante également pour les cerfs et les chevreuils. Et le sanglier bat tous les records. Et évidemment, des densités pareilles d'animaux, ça se traduit par aussi des dégâts agricoles dans les semis, dans les prairies, dans les cultures sur pied. Et donc, on a une progression très très forte des dégâts agricoles, avec le sentiment que plus on tue des animaux, plus il y a de dégâts agricoles. Donc, on a atteint 80 millions d'euros ces dernières années, dont la moitié pour les sangliers. Et les prélèvements sont un peu à la baisse cette année, puisqu'on est redescendu en dessous de la barre des 800 000 sangliers. Néanmoins, les dégâts se concentrent dans très peu de départements et encore dans très peu de communes en France. Mais c'est un phénomène important qui abîme les trésoreries, notamment des chasseurs, puisque, comme vous le savez, depuis la fin des années 60, le droit d'affût des agriculteurs est interdit. Désormais, ce sont les chasseurs, au nom de la gestion des populations de gibier, qui indemnisent les agriculteurs. Et donc, plus il y a de dégâts agricoles à indemniser, plus, évidemment, ça met à contribution les chasseurs. L'autre élément, c'est les collisions routières. Il y a à peu près 30 000 collisions routières de sangliers par an et quelques dizaines de mortalités humaines en moto ou en voiture. Mais le nombre de collisions ne justifie pas, je vous rassure, c'est que c'est la période d'augmentation en fin d'année,
il n'y aura pas d'augmentation de votre prime d'assurance, puisque les compagnies d'assurance ne tiennent pas compte de la densité du gibier et de la densité de route pour définir ces primes. Alors, vous allez me dire pourquoi on en est arrivé là. Ça va ? Alors, pourquoi on en est arrivé là? On en est arrivé là pour... alors, je vais faire une réponse à la chat GPT. Donc, la situation, les causes sont multifactorielles. Et donc, vu que c'est multifactoriel, il y en a plusieurs. Donc, vous l'avez compris, la première, c'est la disparition des grands prédateurs. C'était quoi le prédateur du loup? Du sanglier, c'était le loup. Ouais, vous voyez, vous avez compris que j'étais assez fatigué. Donc je compte sur vous pour boucher les trous si jamais ils sont de plus en plus nombreux au cours de la présentation. Donc on a été assez efficace pour exterminer le loup en France, puisque dès les années 30, on s'était débarrassé de l'animal. Et il revient évidemment par l'Italie, naturellement, depuis 1990, et progresse en France, dans tous l'arc alpin, mais aussi le Massif central. Puis maintenant, il y a des observations dans toute la France. Et évidemment, c'est une progression qui est observée également à l'échelle européenne. Mais on a à peu près 1 millier de loups en France. Et vu qu'on a autour de 2 millions de sangliers, on peut penser que les loups ne seront pas assez nombreux pour réguler les sangliers. Il y a des études qui montrent qu'en Espagne, où il y a plus de 2000 loups, les loups ont beau avoir 40% de leur diète constituée de sangliers, ils ne suffisent pas évidemment à réguler les populations de sangliers qui sont beaucoup trop abondantes. Le deuxième facteur qui a joué énormément, c'est l'abandon des terres et la progression de la forêt. Alors ici, je vous ai mis les 15 000 l'évolution de la superficie forestière en France depuis 15 000 ans. Donc les collègues géographes avaient établi. Alors c'est pas pour travailler sur les 15 000 dernières années, c'est juste pour vous montrer que depuis le 19e siècle, la forêt ne cesse de progresser en France et qu'on a atteint 17 millions d'hectares et qu'en fait, on n'avait pas vu des superficies pareilles depuis le 10e siècle. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que la progression de la forêt, elle est importante. Pour quelle raison? C'est parce que la forêt, elle procure une grande tranquillité, elle procure le gîte, le repas, elle procure énormément de ressources alimentaires à travers la fructification forestière aux animaux qui vont pouvoir venir se réfugier dans ces espaces-là, trouver la tranquillité, mais aussi trouver une nourriture extrêmement abondante. Et évidemment, là où il y a beaucoup de massifs forestiers, c'est là où on a les enjeux de prélèvement les plus importants. Et ce qui est assez intéressant, c'est de noter que tout l'arc méditerranéen et l'ouest de la France est en progression au niveau de la forêt, mais aussi au niveau des dégâts sangliers. Une autre cause, c'est le développement de l'agriculture moderne, puisque, comme vous savez, depuis quelques années déjà, sinon décennies, l'agriculture française, on peut claironner, la première agriculture européenne, avec 18% de la production agricole européenne. On a à peu près 50% de l'espace français qui est occupé par des terres agricoles, et on a connu un bouleversement radical avec un effondrement du nombre d'exploitants et d'exploitations agricoles et une augmentation évidemment de la superficie des exploitations et une simplification du paysage avec la mécanisation et le développement des intrants, des pesticides. Tout ça, ça nous a permis d'exploser les rendements et de les multiplier par 5, par 3, par 5, par 10 selon les spéculations agricoles. Mais malheureusement, ça s'est traduit aussi par de l'arrachage de haies. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, on arrache toujours en France plus de haies que nous en plantons. Et tout ça, ça s'est traduit évidemment par la disparition de tous les oiseaux, de beaucoup d'oiseaux qui sont en forte régression dans l'espace agricole, mais aussi une forte régression, sinon à disparition locale, du petit gibier qui faisait l'intérêt de la chasse devant soi. Les chasseurs étaient souvent aussi agriculteurs et avec le pépé, le tonton, on allait chasser le lièvre, on se déplaçait. Et beaucoup de territoires agricoles n'ont plus la capacité à accueillir la biodiversité et le petit gibier. Et donc face à ce dilemme-là, dès les années 70, les institutions cynégétiques nationales vont faire ce que j'appelle la cynégétisation finale, c'est-à-dire de penser le sanglier
pour la chasse et par la chasse exclusivement. Et donc on va décider de développer des plans de gestion, de développer des unités de gestion, de faire des chasseurs des gestionnaires de gros gibier pour éviter que les chasseurs raccrochent leurs fusils. On va les intéresser davantage au gros gibier et on va avoir un accompagnement zootechnique de l'INRA, de l'Office national de la chasse à l'époque, l'ONC, pour réfléchir sur comment mieux élever, comment élever des sangliers, faire des élevages, comment relâcher des sangliers, comment abreuver, agréner, fixer sur un territoire ces animaux et comment développer des pratiques de chasse dites conservatrices qui préservent les reproducteurs et qui permettent aux chasseurs de le transformer en gestionnaire d'un capital et de prélever juste les dividendes produits chaque année. Et évidemment, on va avoir aussi une transformation des pratiques avec le développement de la chasse en battu, y compris dans des endroits où avant on le chassait devant soi ou on le chassait à l'affût, et la mise en place également de miradors pour avoir des tirs fichants, des tirs de sécurité. Donc un bouleversement assez colossal qui va favoriser avec succès, puisqu'on n'a jamais tué autant de sangliers, le sanglier dans de nombreux territoires. Autre cause de pullulation du sanglier, je parle de pullulation un peu de manière provocante parce que souvent le terme qu'on entend sur le terrain, on entend parler de pullulation, de surpopulation, alors que si on est d'un strict point de vue biologique, en biologie, en fait, on peut parler de surpopulation si on était en dépassement de capacité d'accueil. Là, on voit que la capacité d'accueil du sanglier, elle ne cesse de croître, donc on ne peut pas dire que nous sommes actuellement en surpopulation. Alors, si on parle des fortes densités locales, on sait qu'aussi le développement des infrastructures routières, des infrastructures humaines, l'étalement urbain, le développement des lotissements est extrêmement favorable à créer des niches, à créer des zones de friches industrielles, de friches agricoles, des zones interstitielles où il est très difficile pour des chasseurs de venir chercher les animaux pour des risques, pour des raisons évidentes de sécurité, pour les biens et les personnes et pour les chasseurs eux-mêmes. Et également, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a une multiplication des espaces protégés qui peuvent aussi localement, lorsqu'ils ne sont pas chassés ou très peu, servir de zone refuge et rendre difficile la régulation de l'espèce. Et puis la cerise sur le gâteau, elle arrive en ce moment, puisque de nombreux collègues travaillent sur le phénomène de masting, donc vous savez, le phénomène de glandée massive, de fructification massive, notamment des chênes, et avec ce phénomène à fréquence plus ou moins régulière, mais tous les 4 ans, 5 ans, avec des phénomènes de fructification qui permettent le renouvellement, évidemment, de la forêt, mais qui permettent également de dynamiser l'écologie, mais qui permettent également aux animaux de se nourrir de ces glands. Et ce qui est observé par les collègues notamment de l'INRA qui travaillent sur le phénomène de masting, c'est qu'avec le changement climatique, on a un accroissement de la température moyenne au printemps qui fait qu'on a des glandées de plus en plus importantes et plus importantes. Et Marlène Gamelon, qui au CNRS à Lyon s'est interrogée sur les conséquences avec ses collaborateurs. Elle s'est interrogée sur les conséquences sur la dynamique de population des sangliers, de ces glandées massives dont la fréquence va en augmentant et dont les quantités sont croissantes également. Et ce qu'elle observe, c'est qu'en fait, ces travaux de modélisation montrent qu'évidemment, avec les glandées massives, il n'y a pas forcément de surprise. C'est que les femelles sont de plus en plus grosses plus vite, qu'elles sont plus fertiles plus vite et qu'elles ont une taille de portée plus élevée avec les glandées massives et que la survie des marcassins est plus élevée. Donc dit autrement, en fait, plus le changement climatique se met en place, pour le moment, on ne sait pas pendant combien de temps ça va durer, mais en tout cas, plus le changement climatique booste la production de glands et donc booste les glandés, la dynamique de population de sangliers.
Alors là, je fais une incise, c'est la question des cochons-gliers et des hybrides. Je coupe un peu dans ma quête des facteurs. Donc on voit que toutes les conditions sont réunies, mais il y a un élément de controverse très important, c'est celui des cochons-gliers et des hybrides. Dès qu'on est sur le terrain, on est sans cesse confronté à ces questions-là. Et souvent, la responsabilité des fortes densités de sangliers locales qu'on peut avoir en France, et on dénonce systématiquement sur le terrain, on entend toujours des gens pour dénoncer les cochons-gliers, les hybrides, etc. Alors ce qui est assez intéressant, c'est une étude qui est sortie en 2021 qui montre qu'en fait on avait seulement 15% d'hybrides, mais qui a une très très forte variabilité régionale, mais qu'avec des nouveaux génotypages, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une hybridation assez ancienne, c'est-à-dire que tous les sangliers, même ceux qui ont le profil du beau sanglier sauvage, ont été croisés tôt ou tard avec des porcs domestiques, et qu'on a un taux d'hybridation très élevé en Ardèche, vraisemblablement lié à des lâchers illégaux d'animaux, et qu'on a une hybridation récente avec les porcs asiatiques, vous savez, les porcs vietnamiens que les gens adoptent chez eux comme animal de compagnie et qu'on finit par lâcher dans la nature parce que devenu un peu trop encombrant. Et donc on a une progression du porc asiatique dans les gènes de nos sangliers. Alors pourquoi je parle du cochon-glier? Parce que tout le monde reconnaît cet arrêt de tram à la Mosson. C'est parce que les hybrides attendent le tram. Et évidemment, en fait, quand on regarde, quand on est appelé, on nous dit il y a des sangliers qui se promènent en ville, ben en fait, ce sont des cochons gliés. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, sur le terrain, on n'a pas été confrontés encore à la présence de cochons gliés, mais en ville, j'ai eu beaucoup de photos du Vaucluse, etc., d'Avignon et d'ailleurs, où c'est souvent des cochons gliés qui sont pris en photo en milieu urbain. Alors bon, j'ai de l'affection pour la Corse, donc j'ai été obligé de mettre également un hybride de bord de route corse. Alors ces sangliers, on voit que toutes les conditions sont réunies, que c'est multifactoriel, et de ce fait-là, on observe de plus en plus de sangliers en ville, et notamment ici à Berlin, avec ces quelques photos. Depuis une vingtaine d'années, les Berlinois et Berlinoises s'habituent à voir des sangliers qui, à la sonnerie de l'école, sortent du bois, puisqu'ils savent que peut-être avec les enfants, il y aura quelque chose à manger. Ils fréquentent beaucoup les cimetières, les espaces verts bien irrigués, riches en lombriques. Et puis, certains prétendent, je n'ai pas de confirmation jusqu'ici, qu'ils utilisent avec assiduité les passages piétons, puisque c'est quand même un moyen de circuler en sécurité dans la ville. Donc les citadins berlinois évidemment sont devenus très familiers de ces animaux, au point que le responsable de la faune sauvage de Berlin signale que les sangliers pour lui ne sont pas un problème. Le problème, ce sont les comportements des gens qui s'approchent trop près et qui finissent par amener la laie à charger, surtout si elle est avec des jeunes. Les gens qui adoptent leurs sangliers. Donc ici, cette jeune berlinoise qui a adopté un jeune sanglier, et le comportement notamment avec les chiens quand les animaux s'approchent trop près des sangliers. Et donc il y a à peu près 5000 sangliers sur l'État de Berlin, il y a à peu près 20% d'espace vert, et on tue à peu près 2000 sangliers par an à Berlin. Donc c'est pour vous dire que l'animal est quand même accepté en routine. Mais ça pose quand même quelques soucis ponctuellement. Alors là, je n'ai pas résisté à vous mettre cette photo que vous avez forcément vu passer, puisque elle était rapidement devenue virale. C'est la photo de ce nudiste berlinois qui, dans le Grunewald, avait décidé de se rafraîchir pendant l'été et avait mis avec soin son ordinateur portable et ses affaires dans un sac. Et là, une laie est arrivée et lui a chapardé, lui a volé son sac. Et donc la photo de la scène a été saisie, aussitôt mise sur les réseaux. Et elle est devenue virale, comme je l'ai dit. Elle a été vraiment visionnée un très très grand nombre de fois. Alors,
c'est pas parce qu'elle est devenue virale, c'est pas vraiment cela qui m'intéresse, c'est pas les dimensions esthétiques de la prise de vue ou du nudiste. Pourquoi je vous ai mis cette photo? C'est parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Parce que tout animal jugé avec un comportement déviant, la fin de l'histoire pour lui, c'est la capture et l'euthanasie, ou sinon c'est la mise à mort immédiate la nuit, avec un fusil. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette image, ça a permis d'individualiser cette laie qui a été aussitôt nommée dans les réseaux sociaux Elsa. Et aussitôt, il y a eu une pétition pour sauver Elsa, pour empêcher les autorités de tuer Elsa. Donc vous voyez, ça a créé de l'empathie, et là où on se débarrasse manu militari en toute indifférence d'un grand nombre d'animaux, là, ici, son acte lui a permis d'exister et de créer de l'empathie, de créer de la biophilie et de sauver l'animal, donc qui, à ma connaissance, n'a pas été abattu. Ces problèmes, ils sont de plus en plus courants, vous les connaissez à Rome. Ici, bon, il faut dire que la gestion des déchets, je crois qu'elle est mieux qu'à Montpellier, on m'a dit, mais je n'habite pas la métropole. Et donc, les sangliers sont de plus en plus, évidemment, audacieux et n'hésitent pas, à Rome, ça a été reporté à plusieurs reprises, à venir se saisir des sacs des dames qui sortent du supermarché. Et donc, il y a un racket organisé qui s'est mis en place. À Barcelone, c'est un peu plus farniente, mais on choisit quand même les lieux, donc les quartiers nord de Barcelone, mais ça touche la plupart des grandes cités à travers le monde, à Haïfa en Israël, à Hong Kong ici, et ça interroge toujours, c'est qu'à chaque fois on a du nourrissage et on a une empathie, une compassion avec l'animal, et on est tenté de l'accueillir en ville comme si l'animal venait en ville pour trouver une vie meilleure qu'à la campagne ou vivre en sécurité. Alors, et plus près de chez nous, évidemment, ici, je pointe la Provence, hein, qui souligne un acte de bravoure incroyable. C'est que cette demoiselle, Jade, elle a été pourchassée par une laie ou un sanglier. Et en fait, un héros anonyme est venu interagir avec le sanglier et a évité qu'elle se fasse rattraper par le sanglier qui avait l'air déterminé. De ce fait-là, les autorités mettent en place toute une série de mesures aussi avec le parc national des Calanques pour réguler, éviter le nourrissage, puisque les gens viennent en voiture dans certains endroits déposer des restes de pâtes, des restes de repas dont viennent se rassasier les animaux. Et puis en fait, dès que vous parcourez les médias, donc là on va lancer une analyse sur la place du sanglier dans les médias. Eh ben, en fait, vous voyez, que ce soit à Nîmes, à Montpellier ou dans le Var, à Saint-Tropez, les sangliers s'invitent un peu partout. Il y avait une situation un peu plus dramatique à Marseille à nouveau, où avec son père, cette jeune adolescente en fait est sortie de la voiture sur une place de nourrissage et la laie a attaqué et grièvement blessé à la jambe cette jeune fille. Sur les plages, il n'y a pas de raison en fait qu'il n'y ait que les touristes qui profitent de la plage, et donc en fait le sanglier est partout désormais, et on ne sait plus quelle réponse apporter à cette présence. Donc la réponse, il y en a plusieurs, il y en a de deux types. La première des réponses qui a été apportée, je l'ai déjà mentionné, c'est l'augmentation de la pression de chasse. Donc le sanglier, c'est une espèce longévive qui vit 12-15 ans, je crois que je l'ai oublié de le dire, qui a un très fort potentiel reproducteur. Je vous ai mentionné cette image, cette comparaison avec le lapin. C'est parce qu'en fait, pour un mammifère de même taille, là où le chevreuil fait 1 ou 2 jeunes, le sanglier, il en fait 5 en moyenne. Donc c'est une espèce qui a un très fort potentiel reproducteur. Et quand mes collègues Jean-Michel Gaillard et Marlène Gamelon de Lyon se sont intéressés aux effets de la pression de chasse sur une dynamique de population de sangliers, ils ont d'abord regardé ce que ça faisait sur le chevreuil, qui est un mammifère de taille comparable. Et ce qui montre, c'est que la survie des adultes périclite assez rapidement dès qu'on monte la pression de chasse, et donc que la reproduction s'affaiblit, et donc on a une plus longue durée de génération en réponse à une pression de chasse. C'est-à-dire plus vous tuez
de chevreuils, moins il y a de chevreuils, ce qui peut paraître logique. Concernant le sanglier, la réponse démographique du sanglier est une forte pression de chasse. Ce qui montre, c'est qu'il y a effectivement une diminution de la survie des adultes après la saison de chasse, mais il y a une reproduction plus précoce. Et ce qui montre également, c'est qu'il y a une démographie qui est dominée par les jeunes femelles. Et donc, ce qu'on observe avec le sanglier, c'est qu'une population chassée de sangliers change de tactique démographique, comme se met à raisonner comme, si vous voulez, c'était une vie courte, c'est-à-dire je ne vais pas une espérance de vie de 12 ou 15 ans, mais par contre, elle va être plus courte et donc il faut que je me reproduise peut-être plus vite. Et donc, il y a une espèce d'adaptation des femelles à la forte pression de chasse et avec une reproduction dès 1 an. Ce qui conduit ces imminents modélisateurs de population à considérer qu'en fait, le sanglier est désormais à la reproduction d'une mésange, c'est-à-dire se reproduit extrêmement vite. Donc, on a vu que toutes les conditions ont été réunies pour qu'on ait beaucoup de sangliers. On a vu que le changement climatique boostait la dynamique de pop. Et là, la réponse qu'on apporte au problème, c'est de booster à nouveau la dynamique de population. L'autre réponse, c'est le contrôle des populations par destruction. Donc pour cela, on multiplie les battues administratives. Le maire, le préfet peut demander des battues administratives. On mobilise les chasseurs. On augmente la durée de la saison de chasse. On peut chasser quasiment 10 mois sur 12 désormais dans certains départements. Et on fait appel à un corps très spécialisé, celui des lieutenants de louveterie, qui sont des bénévoles assermentés, qui interviennent justement pour régler les problèmes autour des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Le souci, c'est qu'on mobilise de plus en plus de chasseurs et il y a un point important à souligner, c'est que chasser n'est pas forcément régulé. C'est-à-dire que dans les philosophes qui ont travaillé sur ce qui faisait l'essence même de la chasse, dans l'essence même de la chasse, c'est le jeu avec l'animal. L'essence même de la chasse, c'est de laisser une chance à l'animal, surtout s'il est plus rusé que le chasseur. Et l'essence même de la chasse, c'est de décider si, quand vous avez l'animal dans votre ligne de mire, c'est vous qui décidez si vous le tuez ou pas. Réguler, ça n'a rien à voir. Réguler, c'est détruire l'animal. Réguler, c'est se débarrasser de l'animal. Et réguler une population, généralement, c'est faire tomber la taille de cette population pour qu'elle atteigne un niveau qui est acceptable en termes de dégâts agricoles, en termes de collisions routières, en termes de dégâts dans les jardins, les potagers, bref, en termes de paix sociale. Le problème, c'est qu'évidemment, d'un côté, les chasseurs prennent soin de leur animal fétiche et de l'autre côté, vous leur demandez de détruire. C'est-à-dire, pendant des années, vous leur demandez d'avoir une gestion conservatrice des prélèvements et subitement, du jour au lendemain, vous leur demandez de tuer les petits, les grands, les gros, les moyens, les femelles, les mâles, les vieux, les jeunes, et tout doit être détruit. Donc on voit bien la difficulté dans le désarroi que ça peut générer chez beaucoup de chasseurs très fatigués en fin de saison, qui en plus ont déjà les congélateurs pleins de viande et qui ont été déjà dans le don contre don pendant plusieurs mois et qui ne savent plus quoi faire de leur viande dans certains territoires. Et donc l'autre solution que j'illustre ici, c'est avec l'exemple de la peste porcine africaine. Sur ces pratiques de régulation, c'est un ensemble de mesures qui peuvent être mises en place. Alors je vais aller très vite parce que je vois qu'il est déjà tard. Je crois que j'étais trop bavard. C'est la peste porcine africaine. Vous avez dû en entendre parler. C'est une maladie hémorragique très violente qui détruit la très grande majorité des animaux atteints. En l'espace de 10 jours, les animaux meurent. Et cette peste porcine africaine, elle trouve son origine sur une tique, etc. Je passe l'histoire. Et le problème, c'est qu'elle touche aussi l'élevage de porcs, l'élevage porcin industriel français. Et dès qu'un pays est touché par la peste porcine africaine, il voit ses exportations interdites, notamment ses exportations vers la Chine, qui est un gros marché. Donc on voit déjà quelque chose poindre, c'est le caractère un peu aberrant de cette réglementation, puisqu'en fait, si un sanglier est découvert mort dans une vallée reculée du Mercantour ou du parc national des Écrins, c'est-à-dire à des centaines de kilomètres du premier élevage porcin industriel, la France perd ses exportations de porc.
hein, de viande. Donc on voit là déjà le coût près que ça représente. Et en fait, la peste porcine africaine, elle est arrivée en bateau en Géorgie, et puis ensuite elle s'est déployée en Europe de l'Est et en Europe centrale, et également dans les États baltes. Et en fait, elle était essentiellement, avant le démarrage de la guerre en Ukraine, sur les confins biélorusses, ukrainiens et puis lituaniens de la Pologne. Elle était présente aussi en Roumanie et en Slovaquie. Et elle a été présente en Tchéquie, et puis en Allemagne de l'Ouest, et puis en Wallonie. Puis elle est en train d'arriver en Allemagne de l'Ouest, ici à la frontière alsacienne. Et puis, alors voilà, moi, il y a des sauts qu'on peut difficilement expliquer simplement par le sanglier qui se déplace de 20-30 km éventuellement par jour quand il est en phase de dispersion ou quand il est fortement dérangé par la chasse. Mais généralement, il revient sur son territoire après avoir été dérangé par la chasse au bout de quelques semaines. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des sauts de puces qui sont très certainement liés au commerce international. Mais la réponse qui va être apportée par les États, ça va être d'abord la mise en place de clôtures, c'est-à-dire de crainte de voir arriver des sangliers qui puissent contaminer l'élevage porcin. On va mettre en place des clôtures, et donc on aurait presque pu en rire, puisque tout ça est arrivé dans les années 2016, 2017, 2018, au moment où John Linnell sortait avec ses collaborateurs un papier important sur la connectivité écologique en Europe et la nécessité d'enlever les barrières pour pouvoir favoriser les déplacements de la grande faune, les loups, les bisons, les élans, etc. Et à ce moment-là, au moment où les scientifiques de la conservation prônent cette politique européenne, on a ici le Danemark qui va être assez prompt. Tous les États vont dépenser plusieurs dizaines de millions d'euros pour mettre en place des clôtures à leurs frontières pour limiter les intrusions de sangliers. Et donc ici, le Danemark a été un des premiers rapidement à le faire, puisque bonne partie du PIB du Danemark est liée à l'élevage de porcs. Et c'est le pays qui compte quand même plus de porcs que d'habitants, donc on comprend l'enjeu. Et donc, on a vu apparaître plus de 3500 km de clôture en Europe afin de limiter la progression du sanglier. Et l'autre réaction qui a été pratiquée en Tchéquie, qui a été pratiquée en Pologne et en Wallonie, c'est lorsqu'il y a eu la contamination, c'est ce qu'on appelle la vidange sanitaire. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous montrer ce qu'on est capable de faire, de mettre en œuvre quand il y a des enjeux sanitaires, des enjeux d'argent, des enjeux aussi économiques et des enjeux de biosécurité. On met en place des mesures, et ici on y a mis en place des vidanges sanitaires, c'est-à-dire qu'on demande aux chasseurs de devenir des agents de destruction du sanglier et de détruire tous les animaux dans un périmètre donné et faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul survivant. Et on teste après les animaux pour savoir s'ils sont positifs ou pas. On a eu cette problématique aussi avec la brucellose, mais là qui est différente puisqu'elle peut être dangereuse pour l'humain avec le fromage reblochon et les bouquetins du massif des Bargies. Mais voilà, donc du coup, c'est cette vidange sanitaire qui est toujours assez impressionnante, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut faire aux sauvages au nom de nos intérêts économiques immédiats. Donc la réponse principale, ça reste la chasse, qu'elle passe avec l'action de chasse à proprement parler ou à travers les régulations. Le problème, comme vous le savez, donc ici c'est un schéma tiré du livre blanc de la chasse de la Fondation François Sommer, c'est l'évolution du nombre de chasseurs et à cette pente-là, et l'évolution du nombre d'animaux qu'il faudrait prélever à cette pente-ci. Donc vous voyez qu'on est rapidement en difficulté pour pouvoir gérer la problématique du sanglier, d'autant que en fait, les enjeux de cohabitation avec les différents usagers de l'espace sont importants, et que depuis 2022, en fait, les chiffres ont progressé et sont les mêmes dans l'espace urbain comme dans l'espace rural, c'est-à-dire qu'il y a la chasse laisse indifférent à peu près 25% des Français. La chasse, par contre, on a à peu
peu près 25% des Français qui sont plutôt favorables à la chasse, qu'on soit à la ville, en milieu urbain ou en milieu rural. Et on a un peu moins de la moitié des Français, 48%, qui sont plutôt opposés à la chasse. Donc on voit bien qu'on est dans une situation qui devient compliquée à gérer. Et donc parmi les réponses que nous on propose, et je terminerai par ça, c'est d'essayer d'explorer à nouveau les interactions humains-sangliers en faisant un ancrage territorial, en partant du terrain et en considérant que nos modèles génériques sont intéressants, mais par exemple la plupart des modèles de dynamique de population de sangliers sont développés à partir de données des grandes forêts du nord-est de la France. Ça n'a rien à voir avec notre garrigue du sud et avec le paysage fragmenté que nous connaissons. Et donc l'idée, c'est de travailler sur les conflits, et notamment sur un conflit qui était de plus en plus croissant depuis 2013-2015. C'était le conflit avec les gestionnaires d'espaces protégés, où les espaces protégés sont accusés de servir de zone de refuge pour les sangliers, et où, au nom de la régulation des sangliers et de la diminution des dégâts sangliers, on demande à venir pratiquer des battues dans des espaces qui sont, d'un point de vue réglementaire, destinés à la tranquillité de la faune sauvage et à la préservation de la biodiversité. Donc tout cela, généralement, génère des conflits entre humains, et quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de controverses sur l'origine de l'animal, sur les modalités de déplacement de l'animal, sur ses mouvements et finalement sur l'utilisation de l'espace du sanglier. Donc avec la Fondation François Sommer et puis avec Simon Chamaillé, mon collègue en écologie spatiale au CNRS, au CEF, on a monté un projet qui cherchait à utiliser justement les tracés GPS produits par les animaux, à la fois pour nourrir la modélisation, mais aussi pour nourrir les débats et d'en faire un véritable objet frontière sur lequel discuter avec les différents porteurs de connaissances pour pouvoir injecter cela dans des simulations et dans des réflexions et des actions à mettre en œuvre sur le terrain. On a travaillé à la demande de 2 gestionnaires dans la réserve de biosphère des Gorges du Gardon, que j'imagine vous connaissez, et également à la demande de l'établissement public Parc national des Écrins dans le secteur du Val-Bonnet. Dans ces 2 territoires, il y avait une demande pressante des chasseurs de venir chasser dans les espaces protégés, dans les écrins, venir chasser, réguler le sanglier dans la zone cœur du parc national, et dans la réserve de biosphère des Gorges du Gardon, de chasser davantage encore dans la zone d'arrêté de protection de biotope des aigles de Bonelli, des Gorges du Gardon. Alors je vais m'attarder uniquement sur les Gorges du Gardon. Les Gorges du Gardon, c'est une réserve de biosphère située ici, vous avez la métropole de Nîmes, donc située juste au nord de Nîmes, à quelques encablures de Nîmes. Donc c'est un milieu, bon, c'est pas les gorges du Tarn, hein, c'est pas le Verdon, mais c'est des gorges assez intéressantes et spectaculaires, en tout cas qui drainent plus de 600 000 visiteurs par an, qui se termine par le patrimoine mondial du Pont du Gard. Et là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis en place des études écologiques pour tester l'effet refuge. Donc on a installé des pièges photographiques sur les centres des sangliers qui étaient identifiés à l'entrée et à la sortie des aires protégées, des colliers GPS. On a capturé des animaux pour les équiper de colliers GPS et suivre leur trajectoire. Pour le dire un peu vite, les études, on s'attendait comme tout le monde à un effet refuge des aires protégées, et en fait on n'a pas trouvé d'effet refuge. Ici tous les points, ce sont les points GPS des animaux capturés, et en blanc hachuré, ce sont les zones protégé pour l'aigle de Bonelli. Et en fait, ce qu'on a observé, c'était que le sanglier, en fait, le paysage est tellement uniforme dans les Gorges du Gardon, c'est une espèce de garrigue assez uniforme. Les sangliers ne voient pas, ils lisent pas les panneaux, donc ils savent pas si ils sont en espace protégé ou s'ils sont pas en espace protégé. Il n'y a pas de changement de la physionomie de la végétation, et à l'évidence, il n'y a pas de changement non plus de la tranquillité des milieux, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'autres milieux escarpés, difficilement accessibles aux chiens et aux hommes, que finalement les sangliers peuvent trouver refuge dans des zones qui ne sont pas forcément des espaces protégés.
Donc ça, c'était les conclusions dans les gorges du Gardon. Dans le parc national des Écrins, là, on a trouvé, par contre, dans le secteur du Val-Bonnet, on avait des sangliers. Ici, vous avez la petite commune d'Entraigues, et dans la vallée, ici, vous avez des cultures, des prairies, qui étaient l'objet de dégâts agricoles et qui généraient beaucoup de tensions entre chasseurs, entre différentes équipes de chasse, et puis le parc national. Et en fait, ici, on est dans la zone cœur du parc national. Ici, c'est la limite de la zone cœur. Et ici, on est en zone d'adhésion, mais en zone chassable du parc national. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce sanglier mâle équipé, en fait, il passait l'essentiel de son temps le jour dans la zone cœur, et la nuit, il sortait, l'essentiel de son temps était plutôt dans la vallée, à aller se nourrir dans les milieux ouverts. Ici, on a une dichotomie du paysage qui est assez forte, c'est-à-dire qu'ici, on a des milieux très très ouverts dans la vallée, et dès que vous rentrez dans le parc national, vous avez de la forêt, du milieu très fermé. Ce qui peut aider le sanglier à avoir le changement de tranquillité également. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude a montré que finalement, bien qu'on l'avait capturé le 6 septembre, le sanglier a été abattu le 8 décembre. Donc finalement, en moyennant une coordination des équipes de chasse, il n'y avait pas besoin de venir chasser dans la zone cœur pour pouvoir se débarrasser d'un animal qui pourtant était gênant, mais qui pouvait être, si vous voulez, présent très peu de temps dans la zone d'adhésion. On a un autre exemple ici, c'est une femelle capturée et tuée assez rapidement, qui elle a passé très très peu de temps en zone cœur. Elle a préféré en fait se remiser en altitude, dans des secteurs où il y a peu de pistes carrossables, donc faiblement accessibles aux chasseurs et aux chiens, et venir se nourrir, descendre la nuit plutôt dans les vallées. Et on voit que même là, même si l'espèce, sa zone refuge, elle est en zone chassable, on voit que l'espèce, que l'animal, l'individu, a pu être tué assez rapidement par les chasseurs avec la pression de chasse importante. Dans nos travaux, on s'intéresse aussi à la connectivité écologique et on s'intéresse à ce que finalement, comment les animaux se déplacent dans nos paysages. Et ici, je prends l'exemple assez emblématique d'un jeune mâle. Alors, les jeunes mâles sont connus pour être dispersants. Il n'y a pas que Ulysse qui a droit à son voyage. Et donc, de ce fait-là, il bouge. Et ici, vous voyez, il a été capturé le 25 mai. On est à Pou. La métropole de Nîmes se situe ici. Et en fait, il va partir dans un périple. Il va traverser la vallée du Gardon vers le pont du Gard. Et puis, il va passer dans l'immense garrigue que vous avez ici. Et à plusieurs reprises, il va essayer de traverser la Neuf, et il ne va pas parvenir à traverser la Neuf. Donc il va grimper un peu plus vers le nord, il va découvrir le magnifique terroir du Lirac, qui a un très bon vin. Il va y rester, mais on va lui dire certainement que les côtes du Rhône village sont plutôt en rive gauche. Et donc, de ce fait-là, en fait, on a le sanglier. Hop, voilà, je suis perdu, ça m'apprendra à dire des bêtises. Hop. Je reviens. Et donc, le sanglier va finir par traverser le Rhône et aller s'établir sur la Sorgue, sur Sorgue, pardon. Et à Sorgue, en fait, le sanglier il va être plutôt remisé dans des friches agricoles et va rayonner dans des espaces agricoles. Puis, par la suite, après le Festival d'Avignon, il va grimper sur Orange. Et à Orange, il va s'établir plutôt dans une friche industrielle et à partir de là, rayonner plutôt sur des terres maraîchères ou agricoles. Et puis là, il avait dû lire Murakami, à l'ouest du soleil. Et il est parti encore vers l'ouest. Et là, par contre, là, il a rencontré un camion. Alors, je ne sais pas s'il était lituanien, mais en tout cas, il a rencontré un camion sur l'A7. Et il a terminé son périple, et donc c'est la gendarmerie et la Fédération des chasseurs du Vaucluse qui nous a ramené le collier. Donc on ne saura jamais si l'animal serait revenu ou s'il aurait continué son périple vers l'est. Ce que l'on voit, c'est que l'animal a été fortement impacté et surtout qu'il vit beaucoup dans l'espace productif. Il vit beaucoup plus près de chez nous qu'on ne croit, dans nos habitations, dans nos périphéries immédiates, et que le réseau routier, évidemment, ça conforte toute l'importance des efforts qui sont entrepris pour améliorer la connectivité écologique. Alors ces travaux, ça nourrit des simulateurs de trajets de sangliers. Ça nous permet de simuler la préférence d'habitat, les trajets simulés, donc c'est des travaux plutôt de
de Simon Chamaillé. Mais avec les sciences sociales, on travaille aussi sur d'autres catégories. Il n'y a pas que les chasseurs, il y a les agriculteurs. Et nos travaux, ce sur quoi je voulais appuyer un peu les éléments, je vois qu'il est déjà tard, je vais accélérer. C'est le sentiment de double tutelle des chasseurs ces dernières années avec l'écologisation des politiques publiques. C'est que les agriculteurs ont le sentiment de devoir rendre encore des comptes aux acteurs de l'environnement et en plus de devoir faire allégeance aux chasseurs dans la gestion et l'administration de la preuve, dans la gestion des préventions des dégâts ou des indemnisations. Donc on voit que la profession des agriculteurs, qu'ils soient bio ou pas bio, peut être vite anéantie, fragilisée par la présence du sanglier. Donc on travaille à l'élaboration de schémas de ce type-là, de schémas systémiques évidemment, pour essayer de créer de l'entendement, de mettre des noms sur ce qui se passe et de partager cette information-là. On a travaillé aussi avec Déborah Cause sur la simulation, non pas avec un ordinateur, non pas avec des résultats de tracé GPS, mais avec le cerveau des chasseurs qu'on interroge. Et donc on utilise un fond de carte ou un fond photographique et on demande aux chasseurs de simuler le déplacement d'un sanglier en saison de chasse, hors saison de chasse, pour essayer de comprendre comment le chasseur pense le déplacement de l'animal, quelle connaissance il a de l'usage des milieux. Et on a poussé aussi à réfléchir sur des situations spécifiques, sur des comportements individuels, afin de mieux s'en saisir. Et évidemment, on a poussé avec l'ouvrage paru chez Actes Sud il y a 1 an maintenant, c'était de se dire on peut pousser ce perspectivisme animal qu'on explore déjà en demandant aux chasseurs de se mettre à la place du sanglier. C'est aussi de faire du récit, de passer par le truchement du récit et d'essayer de se mettre à la place du sanglier ou sinon à la place du sanglier, se mettre à sa hauteur pour essayer de voir finalement comment cet animal se déplace et comment il se saisisse ou pas des opportunités que les paysages humains ou les territoires humains lui offrent. Et donc l'idée, en passant par ce récit en chaque tête de chapitre, l'idée évidemment c'est de plonger un peu avec l'animal dans les paysages qu'il traverse. Et puis on a enfin poussé le développement d'un jeu sérieux pour essayer de rassembler les différentes perspectives et de demander évidemment de traiter de façon ludique des questions souvent sérieuses et qui peuvent générer beaucoup de crispation et d'essayer d'apporter des perspectives différentes autour de la table, y compris celle du sanglier, puisque dans le plateau de jeu, il y en a un qui joue le sanglier. Les enseignements qu'on tire de ce travail, eh bien, ils sont de différentes natures. C'est surtout un enseignement sur l'intérêt renouvelé, si besoin, de travailler avec différentes disciplines, donc de créer une véritable interdisciplinarité. L'autre enseignement, c'est que tout le monde apprend des choses. Les scientifiques qui pensent connaître très très bien l'animal ou même les chasseurs érudits, tout le monde apprend des choses, les élus, tout le monde. C'est vraiment un moyen qui permet d'obtenir des informations à la fois plus objectives, mais surtout des informations partagées et donc crédibles, qui sont jugées crédibles par les différentes parties prenantes. Et ça permet de créer cette confiance. Et donc notre travail, c'est aussi un travail de médiation scientifique et d'accompagnement des acteurs locaux. L'autre élément sur lequel je peux insister sur les enseignements et perspectives, c'est que finalement, le contexte est extrêmement important, évidemment, et notamment l'histoire des pratiques, la géographie, l'histoire des conflits joue beaucoup dans la manière d'aborder le sanglier comme un problème ou une ouverture vers un rapport plus apaisé avec l'animal. Et ce qu'on a expérimenté, c'est une production d'outils qui ont l'air plutôt de bien marcher pour accompagner la gestion du sanglier. Nous, la boîte noire résiduelle, au-delà d'avoir montré qu'il y avait une grande hétérogénéité chez les chasseurs et une très grande hétérogénéité aussi au sein même des institutions locales de vision et de perception et de relation à l'animal et aux autres au sujet de l'animal, c'est la nécessité de clarifier
la place de l'agrainage et de la fructification, puisque ça reste toujours un nœud de tension entre les différentes parties prenantes au-delà du portage. Alors, ce travail-là, il se poursuit dans différents territoires. On a un partenariat avec différentes fédérations de chasseurs qui équipent des animaux, qui est piloté par Simon Chamaillé. On a Déborah Cause qui est en thèse avec nous sur le projet coexistence multi-espèces dans la réserve de biosphère de Camargue, donc du Grand Delta du Rhône. Et puis, plus récemment, on a démarré avec l'Agence nationale de la recherche un projet sur le sanglier en ville dans les deux métropoles de Montpellier et de Nîmes. Et là, on travaille, on a capturé quelques animaux. Donc ici, vous voyez un mâle de 70 kg capturé à Malbosc il y a quelques mois et que les riverains, semble-t-il, pas tous, mais certains riverains ont prénommé Dédé quand ils promènent leurs chiens. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ici, vous voyez, c'est le lycée, on est à la Mosson. Ici, c'est les archives départementales, le très beau bâtiment des archives départementales, pour ceux qui sont familiers, la maison des sports ici. Et donc, on voit qu'on a un animal qui n'hésite pas à se promener en ville, à utiliser, si possible, l'avenue, et qui circule, effectivement, qui peut traverser sur les passages piétons. Quand on se rend sur place pour voir le milieu qu'il fréquente, en fait, c'est le milieu interstitiel avec beaucoup de déchets de notre société, évidemment. Et quand on suit des sentes dans les petits bois, bon, c'est des sentes où il y a aussi beaucoup de déchets. Et on peut avoir la surprise de voir que le sanglier cohabite avec des SDF, avec beaucoup de personnes marginalisées. Et là, je fais référence aux travaux, aux témoignages plutôt de Jean-Louis Edogué-Ntang, qui parle, lui, d'hospitalité du sanglier quand c'est un migrant qui est parti du Cameroun, qui a traversé le Sahara et qui est resté très longtemps bloqué au Maroc, dans un bois, un peu l'équivalent chez nous de la jungle de Calais, quoi. Et en fait, il a cohabité avec le sanglier et ils ont dû un peu faire leur place au milieu des animaux qui, eux aussi, occupaient le même bois. Donc, ce qui signifie que ce sanglier, il y fréquente des espaces interstitiels et évidemment qui fréquente l'espace interstitiel fréquenté aux marges et aux marginalités de la ville. C'est aussi fréquente les terre-pleins. Ici, il circule là. J'ai eu plusieurs témoignages ici de personnes qui, de ces fenêtres, observent les laits avec leurs marcassins. Et quand on regarde, on peut penser que l'animal évite les zones clôturées, les parkings clôturés. Mais en fait, l'animal est assez malin puisqu'il utilise les portes ouvertes, puisque généralement, les portails ne sont pas fermés. Et quand il fréquente ici ces terres de jeu, en fait, c'est que le portail n'est jamais fermé et que les poubelles sont toujours en train de déborder. On s'étonne aussi souvent que le sanglier est présent en pied de barre d'immeuble. Et qu'il a vraiment des routines qui peuvent circuler en pied de barre d'immeubles. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des jets de nourriture par les fenêtres. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si les jets de nourriture sont destinés à nourrir les oiseaux ou vraiment à nourrir le sanglier ou à faire le ménage, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un peu les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et le sanglier, évidemment, pénètre en cœur de ville à Montpellier grâce au succès de notre politique environnementale de trame verte et bleue, puisqu'il utilise abondamment, évidemment, tous les rues et les ruisseaux et les drainages et les espaces verts. Voilà, je conclus. Je vois bien que vous êtes tous en peine. Je conclus à présent simplement en soulignant que voilà, ce qu'on essaye de développer, c'est une géographie à hauteur d'animal et qui essaye véritablement d'articuler une approche sociale et écologique en essayant de rendre visible, c'est-à-dire de questionner notre rapport à l'animal et à la nature, mais aussi notre rapport à la mort animale. Quelques noms de contributeurs, hein, puisque tout cela, c'est un travail qui est réalisé en équipe avec beaucoup d'étudiants. Et puis sur le projet ANR, l'équipe des collègues qui nous ont rejoints plus récemment. Voilà, je me tais.
Merci pour cette superbe conférence riche avec plein de clés d'entrée différents qu'on puisse faire. Il y avait de la biologie, de la philosophie, de la nature, de la technologie, de la littérature, de l'art. Merci au fait pour ce petit clin d'œil sur Robert Hénard qui m'a beaucoup touchée parce que c'est une des rencontres que j'ai faites justement au Marais du Viguera en 1990. J'étais en train d'observer mes aigrettes garzettes et je vois un gars qui était en train de dessiner les guépiers dans la colonie de guépiers du Viguera. Et en fait, c'était Robert Hénard. Il était resté une paire de jours. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. C'était vraiment un personnage fabuleux. Justement, nature, gestion, conservation, philosophie. C'était une très belle découverte que tu as très bien illustrée ici aujourd'hui. Donc, tu incarnes en fait le CEF. J'ai oublié de parler un petit peu sur le CEF, qui est le grand laboratoire d'écologie où on travaille tous les deux. C'est le Centre d'écologie fonctionnelle évolutive. C'est le plus grand laboratoire d'écologie de France. Et il recouvre une quantité différente de modèles d'études et d'approches. Donc, il y a des modèles biologiques qui vont de la bactérie à la baleine, comme on dit, et des approches qui vont du gène à la planète. Et toi, tu illustres très bien cela parce que tu fais des voyages, des allers-retours entre échelles, entre approches, entre thématiques, etc. Donc, tu incarnes vraiment l'interdisciplinarité du CEF qui, historiquement, a commencé justement au début, c'était surtout des botanistes, puis des zoologistes, des écologistes, de la génétique. Et après, on a recruté un géographe. C'était pas toi le premier, mais tu étais le deuxième, Pascal, voilà. Pas longtemps après, on a recruté une philosophe. Donc, tu incarnes vraiment cette ouverture, cette passerelle vers la société qui devient une image de marque du CEF. Et voilà, et qu'on a bien vu aujourd'hui. Et l'exemple du sanglier s'y prête vraiment bien. C'est une belle bête. Donc, tu m'embêtes un peu parce que j'avais préparé plein de questions. Tu as répondu à presque tout au passage. Juste un petit mot sur la perception du sanglier, puisque tu t'intéresses beaucoup à l'approche sensible, aux différents regards, etc. Comment les gens voient le sanglier? Est-ce que c'est une bête aimée, détestée, ignorée? Quand tu parles avec les gens, quelle perception est plus courante? Elle est variée à l'image de la diversité des gens qu'on peut croiser. Mais peut-être ce que je peux noter, moi, c'est peut-être les urbains ou certaines catégories d'urbains qui ont cette sensation que le sanglier échappe aux chasseurs en venant en ville et qui viendrait trouver refuge en ville et qu'on l'accueille un peu comme un réfugié et qu'on a la tentation de vouloir le nourrir, l'accueillir. Et puis on peut être assez vite surpris de son comportement et de son audace. Mais il y a quand même une véritable vénération dans le monde de la chasse. Le sanglier génère beaucoup d'imaginaire et beaucoup de velléités, de rencontres. Moi aussi, ce qui me vient à l'esprit en réponse à ta question, c'est ce qui est assez intéressant dans les interactions avec le sanglier, c'est souvent la dimension étonnement. C'est-à-dire quand les gens parlent du sanglier, moi-même quand je parle du sanglier, ce qui est le plus étonnant, c'est quand on rencontre un sanglier au détour d'un chemin, c'est que vous avez l'impression de vous regarder comme ça avec ces petits yeux noirs là, et chacun se regarde et chacun a l'air d'être surpris d'être là et on ne sait pas qui doit bouger le premier ou pas. Voilà. Merci. Est-ce que les gens ont tendance à prendre position sur la question du sanglier? Est-ce que ça peut vite devenir conflictuel? Est-ce que, comme c'est la tendance actuelle, les gens ont tendance à dire je suis pour, je suis contre le sanglier, la chasse, les chasseurs? Est-ce que c'est paisible ou ça peut être vite conflictuel tout ça? Et quel est le poids des réseaux sociaux dans ces polémiques? Alors c'est pour ça qu'on essaye de travailler à l'échelle locale, c'est parce qu'à l'échelle locale, il y a pas mal d'enjeux qui sont moins politisés, je dirais, et qu'on peut avoir des collaborations plus sereines avec une variété de partenaires, que ce soit des gens issus du monde animaliste, des gens issus du monde cinégétique. Les tensions, elles sont là. On parle souvent de conflits, mais en fait, c'est plus souvent des tensions, même s'il peut y avoir... ça peut aller jusqu'à des actions en justice. Mais globalement, moi, là où je suis surpris, c'est que
en mettant le sanglier, enfin surpris non, mais en mettant le sanglier sur la table et en discutant du sanglier, quand on arrive sur le territoire pour discuter de la problématique sanglier, ben, rapidement on voit qu'on tire tellement de nombreux fils qu'on en revient à discuter de l'aménagement du territoire, des pratiques agricoles, des pratiques sylvicoles, des pratiques de chasse et aussi des pratiques de conservation de la nature. Donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de créer une situation plus respectueuse entre les différents partenaires et créer une dynamique où les gens s'écoutent véritablement et apprennent à mettre des mots, à créer de l'entendement ensemble, voilà, à partager cela. Et donc c'est pour cela qu'on explore et qu'on teste différents outils au-delà des post-it et des animations de réunions qu'on connaît. C'est là que tu développes vraiment des actions importantes dans le fait de tenir compte des différents regards, des différents acteurs. L'acteur, ce n'est pas juste le chercheur qui va porter son beau message, la bonne parole au reste de la société. C'est vraiment écouter tous les acteurs sur des sujets qui sont importants de faire en concertation. Oui, là où c'est important, c'est que le collectif scientifique, quand on n'arrive pas en disant on a la solution. D'ailleurs, généralement, les chasseurs estiment qu'ils l'ont déjà, donc bon, voilà, donc ça dépend où. Mais et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que vu qu'on arrive très humblement et on essaye de construire la réflexion avec eux et d'aller sur le terrain avec eux et de comprendre un peu la situation. Et tu développes vraiment cette perspective que les choses se construisent à tous, ensemble. Ouais. Juste des détails des techniques sur la fertilité du sanglier. Il y en a qui disent que c'est beaucoup la faute aux chasseurs parce qu'ils les ont croisés avec les cochons domestiques, donc les cochons sangliers. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que la biologie dit que leur fertilité serait de toute façon énorme et ça deviendrait vite envahissant? Ben, on l'a vu, hein, l'hybridation, elle est réelle, elle est mesurée. L'impact sur la fertilité, je pense qu'elle peut être vraie localement dans certains territoires. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que la biologie du sanglier, elle montre que le sanglier, il n'a pas besoin forcément de s'hybrider pour être un super reproducteur et créer une dynamique de population assez explosive, quoi. C'est ma question. Je parlais avec un veto l'autre jour, il disait ça. Non, de toute façon, il fait ça tout bien, très bien tout seul. Juste un truc qui m'a contrarié dans ce que tu as dit, c'est que tu as dit que moi je travaille sur les mésanges. Au CEF, il y a un grand programme sur les mésanges qui tourne depuis longtemps. Et donc comparer les sangliers aux mésanges, ça m'a un petit peu contrarié, mais on en reparlera en privé. Bon voilà, il est temps quand même de laisser la parole à la salle. Qui sait qui a des questions? Il y a des micros qui circulent. Bonjour, j'ai juste une question un peu économique. 800 000 sangliers tués par an, 70 kilos en moyenne, ça fait, disons, on va dire 30 kilos de viande. Ça fait, j'ai calculé, 24 000 tonnes. Qu'est-ce qu'elle devient, cette viande? Est-ce qu'il y a des enjeux économiques de transformation ou ça reste dans les congélateurs? Alors, il y a énormément de valorisation de la viande des particuliers, hein, des chasseurs, donc les congélateurs, mais il y a plein de transformations et de recettes que je pourrais vous recommander de sangliers, de pâtés, etc. Donc, l'essentiel est quand même, beaucoup de choses sont absorbées par le monde de la chasse lui-même et puis par les réseaux amicaux, les réseaux familiaux des chasseurs. Ensuite, il y a une valorisation économique, il y a des filières viande qui essayent de se mettre en place et qui sont, j'ai l'impression, moi, de ce que j'en connais, c'est que ça reste toujours un peu laborieux pour des difficultés sanitaires, des difficultés de collecte des carcasses, ce genre de choses. Mais il y a quand même pas mal de travaux ici à Montpellier, dans les Cévennes et ailleurs. J'étais à Paris il y a 2 semaines, j'ai rencontré des étudiants de HEC qui réfléchissent à cette valorisation viande, mais à destination non pas des véganes, mais des survivalistes ou des gens qui voudraient de la viande de grande qualité. Il y a aussi un mouvement inspiré du survivalisme nord-américain. Il y a un documentaire, donc j'ai rencontré le documentariste récemment et il m'a montré son documentaire aux États-Unis. Il y a vraiment un mouvement de gens, y compris en France, qui repassent le permis de chasse
pour aller tuer, d'un point de vue éthique, tuer eux-mêmes la viande qu'ils prélèvent, qu'ils vont consommer, et remplir eux-mêmes Alors c'est une vision aussi que la viande du sanglier serait plus saine que la viande d'élevage, qu'il n'y aurait pas d'antibiotiques, etc. Et après, en fonction des régions, c'est plus ou moins vrai. On sait qu'il peut y avoir des difficultés sanitaires dans la viande aussi de la faune sauvage. Donc je n'ai pas de réponse plus précise que cela à vous apporter, mais moi aussi je suis d'accord avec vous. Moi je pense aussi en termes de biomasse, c'est colossal, hein, 800 000 animaux prélevés, 800 000 animaux, ça consomme énormément dans le milieu naturel, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interrogations sur est-ce que le sanglier a ces fortes densités de sanglier, c'est quoi les effets positifs, négatifs, y compris pour la biodiversité, pour le stockage du carbone dans les sols, pour un certain nombre d'oiseaux nichant au sol qu'on essaye de préserver. Mais c'est un marché très important. Bonsoir. J'ai deux questions en une, en fait. La première, est-ce qu'il y a une réelle volonté de l'État de faire baisser le nombre de sangliers en France, au-delà de la régulation? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous savez ce qui s'est passé lorsque la chasse a été arrêtée dans le canton de Genève sur les populations de sangliers? Merci de cette question, de ces questions. La première, il y a quelqu'un des services de l'État ici? Non, je plaisante évidemment. Non, alors la question du sanglier, elle est tellement importante qu'elle a généré un plan national d'action depuis 2005. Il y a eu un rapport parlementaire en 2019 sur la question du sanglier, sur les pratiques. Et donc en fait, désormais, il y a une série de fiches qui donne un peu le portfolio des mesures. On sait qu'il faut chasser, mais qu'il faut aussi mettre des clôtures, mais aussi qu'il faut aussi faire de l'agrainage dissuasif là. Enfin, il y a tout un ensemble de mesures qui, combinées entre elles, selon les contextes, peuvent être très efficaces. Est-ce que l'État a été très efficace dans la gestion? C'est toujours une question sensible, puisque certains vont prétendre qu'il n'y a plus suffisamment de contrôle du fait des moyens alloués au contrôle des actions de chasse à la police de l'environnement. D'autres vont considérer que c'est difficile de contrôler notamment la question très controversée de l'agrainage. Est-ce que les chasseurs sont responsables de la situation parce qu'ils agraineraient partout, en tout temps, etc. Et distinguer un agrainage d'appâtage, d'un agrainage de nourrissage, d'un agrainage de dissuasion. Localement, ça peut être un peu compliqué à statuer, sauf quand vous avez un tas de melons et de fruits périmés en plein milieu de garrigues. Vous pensez que là, a priori, c'est pas que de la dissuasion. Donc voilà, donc l'État essaye d'accompagner la dynamique. Nous, on travaille aussi avec les services de l'État. Mais c'est vrai qu'on est pris dans tout un système très réglementaire, assez figé, et qui ne permet pas toujours de donner de la flexibilité. Par exemple, on a parlé, on tue à peu près une centaine de sangliers dans la ville de Montpellier par an. À peu près la même chose à Nîmes. Ce sont les lieutenants de louveterie qui interviennent. Et quand on voit, les lieutenants de louveterie sont de plus en plus sollicités. Or, beaucoup d'entre eux ont plus de 70 ans. C'est un travail qui est bénévole, avec des indemnisations qui ne sont pas souvent à la hauteur. Donc oui, là, on peut dire que l'État, alors je crois savoir qu'il y a à nouveau une inspection générale de l'environnement qui va s'attarder sur le cas des lieutenants de louveterie. Mais c'est vrai que ça pose question sur les moyens qui sont alloués. Là, dernièrement, avec l'éco-contribution et les subventions qui vont être mises à disposition du monde cynégétique, on peut penser que certains vont s'en saisir pour améliorer la connaissance et améliorer la situation dans de nombreux territoires. D'ailleurs, les fédérations de chasse d'Occitanie qui collaborent déjà, notamment avec Simon, achètent les colliers GPS, etc., aussi avec ce genre de subventions. J'ai assez noyé le poisson, je crois. Donc maintenant, je peux passer à Genève. À Genève, c'est assez... donc à Genève, pour les gens qui ne connaissent pas, donc effectivement, la chasse a été interdite par référendum
dans les années 77, je crois, quelque chose comme ça, ou 76, je me souviens plus. Vous me pardonnerez, j'ai plus la mémoire du détail là. En fait, je crois qu'ils sont 7 fonctionnaires à travailler à la régulation des problèmes sangliers. Et donc c'est souvent un élément qui est avancé comme une solution à l'effondrement des populations de chasseurs, à des chasseurs fatigués, à des lieutenants de luvetterie fatigués en difficulté pour se renouveler, pour essayer de réguler davantage d'animaux. Mais ce qui est intéressant de voir à Genève, c'est que j'avais lu un papier, c'est qu'en fait, il y a 3500 bénévoles, je crois, qui viennent accompagner les 7 fonctionnaires pour faire du piégeage, pour les aider. Donc finalement, on n'a pas forcément tout solutionné avec le passage à des fonctionnaires spécialisés pour réguler. On fait encore appel aux amateurs. Vous nous avez montré de très belles cartes de migration de sangliers, mais j'aimerais savoir s'il y a des sangliers vraiment sédentaires et quelle est la surface habituelle de vie d'un sanglier. Et d'autre part, j'avais été surpris à Port-Cros de voir de nombreuses traces de sangliers. J'avais interrogé la capitainerie de Port-Cros. Il m'avait dit qu'ils étaient venus par la mer. Et donc, quelle est la possibilité pour des sangliers de nager, de traverser des rivières, des fleuves et même la mer, puisqu'on m'avait dit que c'était 2 Brégançons qui avaient une battue et qu'ils étaient allés vers Port-Cros. Est-ce que c'est possible ? Alors oui, c'est possible. On sait que le sanglier, c'est un excellent nageur. On sait qu'il trouve son origine dans des îles. Donc il en est parti, il a réussi à se déplacer. Et donc, alors c'est pas démontré de manière formelle, c'est toujours l'objet de discussions sur pouvoir nager sur combien de kilomètres, la distance, etc. On peut penser au courant marin, ça va dépendre du vent, il y a plein de configurations. Mais oui, a priori, le sanglier peut nager et coloniser des nouveaux territoires en traversant des fleuves ou des bras de mer ou ce genre de choses. L'autre question concernant, c'était, la superficie. Alors, un territoire de sanglier. Alors là, c'est pareil, ça peut être variable s'il y a des loups, s'il n'y a pas de loups, s'il y a des chasseurs, s'il n'y a pas de chasseurs. Mais un territoire de sanglier hors saison de chasse, c'est plutôt 5000 hectares. Mais ça peut monter à 15-20 000 hectares en saison de chasse. Voilà. Il y a une étude en Saxonie, en Allemagne, qui montre que en fait, les sangliers peuvent parcourir plus de 6 km dès qu'ils sont dérangés par une battue et qui peuvent mettre jusqu'à plusieurs semaines avant de revenir sur leur territoire initial. Après, ce que l'on sait, c'est que quand il y a des phénomènes de sécheresse très marqués, il peut y avoir aussi des déplacements importants d'animaux. On a pas mal de témoignages en garrigue d'anciens qui parlent que les animaux migraient avant, se déplaçaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que les événements de sécheresse n'étaient peut-être pas compensés. Maintenant, quand vous vous déplacez en garrigue, il y a énormément de points d'abreuvement artificiels destinés aux petits gibiers, mais aussi aux sangliers. Et peut-être que les animaux n'ont plus besoin d'aller chercher de l'eau comme ils avaient pu en avoir par le passé. Bonsoir. Je suis paysan sur la commune d'Assas, à 10 km au nord d'ici, et je n'arrive plus à cultiver en fait. Voilà, je perds entre 30 et 70% de mes récoltes. J'en suis à souhaiter, moi, la peste porcine africaine. Qui peut être un grand facteur de régulation. Voilà, qui pour moi aujourd'hui est le seul. J'ai passé mon permis de chasse donc en 2018. Alors je ne suis pas chasseur, j'essaye de défendre mes cultures, et c'est juste impossible. Voilà, enfin, aujourd'hui en périurbain et puis même plus loin, on n'arrive plus à travailler en fait. Donc oui, votre configuration, c'est que vous êtes en milieu périurbain. Oui, en plus, oui. Ouais. Donc, alors là, après la question, c'est est-ce que vous avez mis des clôtures électriques? J'ai essayé des clôtures électriques fournies par la fédération de chasse. Alors en plus, on est en bio, donc ça demande un temps pas possible pour. Alors la pose des clôtures, c'est une chose, mais c'est surtout l'entretien. Dès qu'il y a un fil qui touche avec une herbe, ça fonctionne plus. Et puis, ils sont habitués à passer par là, ils passent par là.
Et puis, en plus, on cultive uniquement des variétés anciennes de blé. S'ils ont à faire un choix entre une variété moderne et puis une variété ancienne, ils viennent chez nous. Oui, alors malheureusement, là, comme ça, ce soir, on n'a pas de solution, mais ça peut être un territoire sur lequel on pourrait aussi s'intéresser prochainement. Là, ce qu'on essaye de voir aussi, c'est qu'on a aussi des demandes avec la métropole de Montpellier de s'intéresser un peu justement, vu que les politiques publiques poussent à davantage de bio, à davantage de culture, à faible distance des villes pour alimenter les villes. Et là, on a les sangliers qui viennent anéantir les efforts de tous. Donc comment réguler le sanglier de manière efficace par piégeage? Alors nous, ce qu'on veut essayer de travailler aussi, c'est l'aversion au risque du sanglier. Donc essayer d'utiliser, de retester à nouveau, parce qu'il y a eu énormément de progrès, les ultrasons, mais aussi les avertisseurs sonores. Les Japonais travaillent dessus. Il y a des robots maintenant aussi qui sont mis sur le marché. Donc sans parler d'aller jusqu'au robot loup-tigre des Japonais qui a 40 catégories de cris, qui bouge, qui a les yeux rouges, etc., qui s'allume dès qu'il reconnaît l'approche d'un sanglier. L'idée, c'est d'essayer aussi de tester d'autres moyens olfactifs aux ultrasons pour voir un peu comment accompagner justement des situations critiques de la sorte avec les services de l'État, donc la DDTM et puis évidemment le monde agricole. La DDTM, si on a besoin de rien, on peut les contacter. Ouais. Et ensuite, le problème, c'est comme les clôtures, c'est qu'en fait, on repousse le problème chez le voisin. Alors ça, les clôtures, c'est effectivement... on a ce qu'on peut appeler, ce qu'on a appelé dans d'autres projets au sujet des adaptations au changement climatique, c'est les transferts de vulnérabilité. Et là, on est typiquement là-dedans, c'est-à-dire que on regarde effectivement, il y a des territoires comme le secteur du Pic Saint-Loup sur la commune. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des phénomènes d'enclosure qui apparaissent, c'est-à-dire que certains propriétaires qui ont les capacités pour d'investir, donc mettent en place des clôtures fixes importantes et renvoient les problèmes finalement chez le voisin, sans parler des enjeux de connectivité écologique. Donc effectivement, la clôture ne solutionne pas tout, et d'où l'enjeu de travailler collectivement à l'échelle d'un secteur et de ne pas travailler seul. Alors j'ai conscience que évidemment les services de l'État croulent sous les demandes. Les lieutenants de louveterie ont du mal à intervenir là partout où ça serait nécessaire. Et donc il y a un enjeu à revisiter justement tout ce mode de fonctionnement et à agir assez rapidement sur le terrain. Mais on pourra prendre contact après si jamais on a des pistes ou pas. Merci. Bonjour, excusez-moi. Je voulais savoir un peu plus sur les rapports entre agriculteurs et chasseurs, justement. Parce que je crois que c'est, comme vous disiez, je crois que c'est les chasseurs qui sont chargés de dédommager les agriculteurs qui subissent des dégâts. Comment ça se passe? On m'a parlé des fois de pression et un peu de coups de pression des chasseurs sur certains agriculteurs afin qu'ils ne déclarent pas trop. Non, alors oui, on a des témoignages de cette nature qui illustrent bien les tensions. On a aussi dans le Gard, on a des secteurs où les gens ont pu en venir aux mains et entrer dans de la violence physique. Alors c'est ce que j'ai un peu éludé en appelant ça des rapports d'allégeance. Au monde synégétique, c'est-à-dire les témoignages qu'on peut avoir, c'est que dans certains agriculteurs, qui n'ont pas forcément de sympathie envers le monde de la chasse, mais se retrouvent en difficulté avec la présence du sanglier, s'ils font pas exactement ce qui est demandé par les chasseurs locaux, etc., il peut y avoir des conflits de personnes, et puis après des incivilités récurrentes qui rendent difficile le métier, ce genre de choses, et puis des gens qui finissent littéralement par péter les plombs. Mais effectivement, il y a des difficultés de cette nature. Aujourd'hui, dans l'administration de la preuve et la procédure d'indemnisation, il y a un accompagnement désormais par toutes les parties qui permet d'être quand même plus transparent sur les procédures.
C'est vrai, dernièrement, j'ai Déborah, donc, qui est en thèse de doctorat avec moi, moi, je pouvais pas, j'étais bloqué à Montpellier, qui est allé à une opération d'expertise en Camargue gardoise. Bon, c'était assez étonnant de voir qu'on venait expertiser 2 mois après les dégâts constatés, la présence de passages de sangliers, et voilà, par quelqu'un du Tarn, un expert du Tarn qui connaît a priori pas très bien le milieu marécageux et de la riziculture en Camargue. Voilà, il y a des choses qui comme ça peuvent être assez effectivement étonnantes, mais j'ai l'impression que quand même que les procédures s'améliorent parce qu'elles ont été stigmatisées, pointées du doigt. Voilà. Ce qui n'empêche pas des difficultés un peu viriles dans certains terrains. Ouais. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous.